Bien, bonjour à tous. Je vous propose sans plus attendre qu'on puisse entamer cette audition. Chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Merci beaucoup Madame la Ministre d'avoir répondu favorablement et de vous être rendue disponible pour cette audition qui est notre dernière audition dans le cadre de cette commission d'enquête sur les manquements des politiques de protection de l'enfance. Alors pendant toutes les auditions que nous avons pu réaliser, nous avons évidemment souvent constaté le cloisonnement extrêmement préjudiciable dans le pilotage de ces politiques publiques de protection de l'enfance. Et finalement, le périmètre très large de votre ministère peut être une source d'espoir, finalement. Et on peut se dire, en effet, avec ce large ministère, que finalement, les perspectives d'une meilleure coordination de l'action de la part de l'exécutif sont peut-être une piste intéressante pour l'avenir. Et puis, plus fondamentalement, la possibilité aussi d'avoir des réformes, que ce soit à court ou moyen terme, au bénéfice de ce secteur qui est clairement qui connaît en tout cas une crise extrêmement profonde. L'objectif de cette audition, alors que vous êtes donc à la tête de ce ministère depuis, je le rappelle, le 24 décembre dernier, c'est donc de vous entendre sur votre analyse de la situation actuelle, de certains blocages, vous le savez, des sorties parfois extrêmement laborieuses de décrets, mais aussi d'explorer avec vous les pistes qui se sont fait jour au fil de nos travaux et sur lesquelles, évidemment, la rapporteure et puis l'ensemble de mes collègues ne manqueront pas de vous interroger. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole, si possible, pendant une quinzaine de minutes, pour ensuite qu'on puisse privilégier l'échange à la fois avec la rapporteure et puis avec mes collègues. Je dois vous préciser au préalable et avant de vous laisser la parole que cette audition elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et par ailleurs qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance de 58 sur les assemblées, le fonctionnement de nos assemblées parlementaires, je dois vous demander de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Ce que je vous propose, c'est de lever la main droite et de dire « je le jure », s'il vous plaît. Je le jure. Avec le micro. Je le jure. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Madame la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, aujourd'hui, près de 397 000 mesures de placement sont suivies par l'aide sociale à l'enfance, principalement dans des situations ordonnées par le juge ou des mesures éducatives renforcées. Derrière ce terme juridique, je veux tout de suite dire que, bien évidemment, nous allons parler d'enfants. La protection de l'enfance connaît des phénomènes nouveaux alors que la natalité baisse très significativement dans notre pays. Le nombre d'enfants confiés à l'aide sociale, notamment les tout-petits, augmente de manière importante. Le nombre de mesures d'aide sociale à l'enfance est passé de 16,6 pour 1000 en 1998 à 22,9 pour 1000 en 2022. La pression s'est accrue avec en parallèle l'arrivée de nombreux mineurs non accompagnés, 46 200 pris en charge en 2023, dont la protection doit être garantie comme l'ensemble des enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance. Un quart des enfants protégés sont en situation de handicap. Ils représenteraient à eux seuls 50% des hospitalisations en psychiatrie infantile. Au-delà de ces statistiques, la parole des enfants placés, des anciens enfants placés, doit être incontestablement au cœur de la conception des politiques que nous voulons mener. L'implication du comité de vigilance des enfants placés dans les travaux de votre commission est précieuse et je dois tout de suite vous dire que je mesure l'immensité du chantier de refondation que nous avons apporté. À peine nommée pour mon premier déplacement le 31 décembre, j'ai choisi de me rendre à la maison d'enfants à caractère social de la commune de Morinvillers-Bure dans les Yvelines. 2 maisons jumelles qui accueillent chacune 6 enfants porteurs de très graves troubles autistiques, accompagnés par 35 équivalents temps plein. Ce modèle est incontestablement l'une des réponses, comme l'est probablement le village d'enfants du Lion d'Angers, où je suis allée avec la présidente du GIP, Florence Dabin, au mois de janvier. Je mesure que ces 2 exemples-là ne reflètent pas la situation globale de la protection de l'enfance. Je le reconnais, les défaillances sont nombreuses. Vous me parliez, Madame la Présidente, de constat. Il suffit d'échanger avec un enfant suivi par l'ASE, avec des travailleurs sociaux pour s'en rendre compte. La politique de protection de l'enfance repose sur une articulation complexe mais essentielle de l'État qui mobilise les ministères de l'enfance, de la justice, de la santé, de l'éducation nationale, les départements responsables de l'aide sociale et de la solidarité et les associations. Néanmoins, je crois que nous devons aussi rappeler que les moyens consacrés représentent près de 10 milliards d'euros pour les départements, outre les fonds alloués par l'État, notamment pour les mineurs non accompagnés ou encore la contractualisation. Et pourtant, la mise en œuvre est beaucoup trop hétérogène, des disparités territoriales non négligeables, des conditions de placement de prise en charge pas adaptées, trop d'enfants placés, ou des enfants qui bénéficient de mesures, continuent
à vivre au sein de leur famille, malgré ces décisions de justice. Certains juges renoncent à prononcer des placements, faute de solutions adaptées. Au-delà de ces constats globaux sur les difficultés de la protection, les missions de l'État, je les rappelle, garantir un traitement équitable des enfants protégés en matière de santé, d'éducation, d'insertion, veiller à ce que chaque enfant bénéficie d'un parcours individualisé et continu, d'une prise en charge qui garantisse l'égalité de ses chances par rapport à tous les autres enfants, avoir une attention particulière aux enfants en double vulnérabilité. Le constat, je l'ai dit, est clair, nous n'y sommes pas. Et donc, avec l'humilité de quelqu'un qui a pris ces dossiers au mois de janvier, je voudrais partager avec vous les premières priorités que j'ai fixées. Elles sont au nombre de 5. Premièrement, fixer des normes et des taux d'encadrement dans les pouponnières et l'ensemble des établissements accueillant des enfants suivis par l'aide sociale à l'enfance. Les placements atteignent aujourd'hui 55% des mesures de protection judiciaire, la prise en charge en établissement étant étroitement liée aux taux et aux normes d'encadrement. Les pouponnières. Pour les 0 à 3 ans. J'ai entendu les alertes de Madame la rapporteure, je les partage. Le décret du 15 janvier 1974 mérite évidemment d'être revu. Il faut un décret révisant les conditions de prise en charge dans les pouponnières. Pas plus tard qu'hier soir, j'échangeais avec le président de Départements de France et ses 2 coprésidents et je souhaite être en capacité de proposer un décret d'ici la fin du mois de juin 2025. En plus des ratios d'encadrement que nous devons fixer, je veux que les travaux menés en concertation entre l'administration, les départements, les associations dans les semaines qui viennent permettent de définir dans ce décret non seulement la notion d'encadrement, mais également la durée de placement maximale en pouponnière. Il est important de rappeler que la pouponnière ne doit être qu'un lieu temporaire de placement, je dis bien un lieu temporaire de placement dans le temps, pour définir le parcours adapté, individualisé et plus familialisé possible pour l'enfant. Aussi, parce que nous devons aussi être réalistes, je proposerai une cible de 3 mois dans un premier temps, diminuant progressivement à 6 semaines, ce qui me semble un objectif adapté pour replacer les pouponnières dans la mission qui doit être la leur, c'est-à-dire un lieu transitoire en attente de solutions individualisées et non pas un lieu de vie pour les premières années des enfants. En corollaire de ces travaux, je vais également engager dès les prochaines semaines une analyse avec les acteurs concernés afin de redéfinir les conditions et les critères d'adoption des enfants en pouponnière, dont trop nombreux sont encore ceux qui n'auront aucune possibilité de retour dans leur famille dans des conditions sécurisées. En d'autres termes, c'est la notion même du parcours individualisé. Chaque enfant est par définition un cas unique. Si nous devons avoir comme volonté évidemment d'espérer que chaque enfant puisse retourner dans sa famille, force est de constater que dans certains cas, si nous savons que ça n'est pas possible, il faut être en capacité d'en tirer les conséquences dans le projet de vie de cet enfant. Deuxième élément, le taux d'encadrement pour le cadre général dans les établissements d'accueil collectif. C'est un sujet sensible, complexe, vous le savez. Il soulève évidemment le sujet des disponibilités des personnels au regard de la démographie actuelle, des difficultés d'attractivité, de fidélisation, mais aussi, il faut le dire, des questions de coût. J'entends que la sécurité et la qualité de parcours de chaque enfant doit être notre priorité, ce qui nous conduit, je le redis, à être à la fois ambitieux et réaliste. Et je ne pense pas réaliste de fixer des taux d'encadrement à effet immédiat. Je pense que pour fixer des taux d'encadrement, nous devons articuler le personnel disponible, les taux à mettre en place, sauf à fermer des établissements parce que nous ne pourrions pas respecter les taux que nous aurions fixés. Nous devons engager une démarche et pour ce faire, je propose un plan pluriannuel à 5 ans à partir de 2026. Il convient de définir quelles sont les situations les plus prioritaires, par quoi devons-nous commencer, à quel rythme pouvons-nous progresser. C'est le sens des travaux que je souhaite mener avec les départements dans les semaines qui viennent. Mon objectif, c'est de proposer une trajectoire, je dis bien une trajectoire, pour la fin du premier semestre 2025. Ensuite, pour avoir, bien sûr, dans la foulée, une déclinaison dans un décret et dans le PLF 2026. Trajectoire fin premier semestre 25, déclinaison PLF 26. Deuxième élément, la mise en œuvre complète et effective de la loi dite Taquet.
Je m'attache à ce que les 5 derniers décrets manquants pour sa pleine application soient publiés. Le premier, c'est le décret relatif à l'impossibilité de délivrer un nouvel agrément en cas de retrait d'un agrément motivé, notamment par des faits de violence à l'encontre de mineurs accueillis, et lorsque le retrait a eu lieu avant l'expiration d'un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est proposée. Ce décret a été examiné par le Conseil national d'évaluation des normes le 7 février. Il a été examiné par le Conseil d'État le 18 février. La rapporteure nous a fait savoir qu'elle allait nous adresser la version définitive pour ultime relecture, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas de changement majeur après la lecture Conseil d'État, et donc je dois pouvoir le publier dès que j'ai fait la lecture ultime. Donc pourquoi pas fin février 2025, je devrais être en capacité de le signer. Ensuite, j'engage dès à maintenant la concertation avec Départements de France sur 2 décrets relatifs au PMI. Le décret sur les objectifs nationaux de santé publique devant être respectés lors de l'organisation des activités mentionnées de protection maternelle et infantile. Le décret sur les normes minimales d'effectifs devant être respectées lors de l'organisation des activités de protection maternelle et infantile visant à garantir un niveau minimal de réponse aux besoins sanitaires et sociaux de la population. Nous avons terminé de préparer ces textes. Nous organisons la concertation avec les départements et l'objectif, c'est normalement d'être en capacité de publier fin avril 2025. Il restera à ce moment-là, je pense que vous me suivez toujours, 2 derniers décrets qui nécessitent des développements informatiques par le GIP Enfance protégée qui sont engagés. Le premier, c'est le décret en Conseil d'État après avis de la CNIL portant sur le système d'information des agréments en vue d'adoption. Il sera publié au mois d'avril 25. Et enfin, le dernier à paraître, c'est celui pris après avis de la CNIL sur la base de données des agréments des assistants familiaux et maternels. Je dois vous dire que cette base de données doit permettre au département d'avoir accès facilement aux caractéristiques des agréments et renouvellements, y compris les retraits d'agréments. Cette base permettra de disposer d'un outil de pilotage local et national de la trajectoire des assistants familiaux et maternels. Il y a des sujets informatiques qui ont commencé. Pour l'instant, je vous le dis très directement, on m'annonce une publication pour novembre 25. Nous avons un rendez-vous demain avec la présidente du GIP. J'aimerais regarder comment nous pouvons accélérer. Mais dans tous les cas, il ne me semble pas raisonnable de dire à votre commission que nous serons en capacité de le faire avant, j'oserais dire au plus tôt, le début de l'automne 2025, parce que les travaux techniques informatiques sont importants pour le GIP. Ensuite, pour continuer mes priorités, 3e priorité, mieux contrôler les établissements accueillant des enfants placés et mieux partager les informations pour une meilleure prise en charge. Premier élément, nous allons prendre, je discute avec le ministre de l'Intérieur, je voudrais que nous puissions prendre une circulaire pour mieux organiser au niveau territorial le lien avec les équipes de mon ministère et les équipes du ministère de l'Intérieur. Et l'un des éléments de réflexion pourrait être d'avoir par exemple un référent aide sociale à l'enfance au sein des préfectures. Parce que nous savons tous que le représentant de l'État identifié par tout le monde au sein des territoires, c'est le préfet. Et donc je pense qu'il y a un travail à mener autour de cette idée. Elle n'est pas totalement construite aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle d'un sujet que je veux travailler avec le ministère de l'Intérieur, qui n'est pas finalisé au moment où je m'exprime devant votre commission. Mais vous en comprenez l'esprit. L'idée, c'est de renforcer la coordination, le partage d'informations avec l'ensemble des acteurs de la prise en charge. Je voudrais également travailler avec l'ensemble des présidents de département, et ça, je l'ai validé hier soir avec le président Sauvadet. Il me semble absolument indispensable que chaque président de département qui, pour des raisons diverses ou variées, confie des enfants à un autre département, il est absolument indispensable que le président du département d'accueil, si je peux utiliser cette expression, soit informé de cette situation. Il y a donc à organiser une communication entre le département d'origine et le département d'accueil. Enfin, à partir des recommandations, 4e proposition, formulées dans le rapport Sichel, nous devons converger vers la construction, la réforme des systèmes d'information. Le dossier numérique partagé, expérimenté dans 4 départements, paraît être une première piste de solution, et nous devons effectivement avoir de la donnée en temps réel pour piloter ces politiques. En ce qui concerne maintenant la coordination des acteurs au niveau territorial pour garantir la meilleure prise en charge de l'enfant, le déploiement des comités départementaux
départementaux de la protection de l'enfance va être accéléré. Au moment où nous nous parlons, nous avons 10 départements qui expérimentent cette instance, coordonnée par une coprésidence, président du département, préfet, qui réunit l'aide sociale, les services de la PMI, la justice, l'éducation nationale, l'ARS, les organismes de sécurité sociale. Je demande un bilan à octobre 25, tout simplement pour que, à partir du moment où nous connaîtrons des résultats, dès lors que le bilan est concluant, je proposerai en lien avec, vous voyez qu'on est purement dans l'interministériel, avec l'ensemble des ministères concernés, qu'on puisse avoir une généralisation en 26. Cinquième priorité, la santé et notamment la santé mentale des enfants protégés. Je souhaite qu'une évaluation psychologique puisse être réalisée systématiquement au moment de l'entrée dans le dispositif d'aide sociale à l'enfance. En disant ça, je mesure parfaitement la difficulté, notamment la difficulté d'avoir des pédopsychiatres dans chacun des départements. C'est la raison pour laquelle je propose de lancer un appel à projet dans 5 départements qui ne sont pas définis au moment où je vous le dis, dès ce semestre, de façon à voir comment nous pouvons travailler sur le sujet. Mais on voit bien que tous les témoignages, par exemple, du comité de vigilance des enfants placés, ont montré combien finalement on avait ces troubles psychologiques, le manque de confiance dont souffrent les enfants placés, et quelque part avoir capacité à les accompagner au plus tôt me paraît un élément absolument indispensable. Les expérimentations santé protégée et Pégase réalisées dans le cadre des innovations en santé au titre de l'article 51 et dont le bilan est positif méritent d'être généralisées. Mes équipes travaillent actuellement pour organiser le passage à l'échelle de ces expérimentations dès 26 pour que chaque enfant protégé bénéficie partout en France d'un réel parcours de soins coordonnés. Je soutiens également les démarches qui permettront de prendre en charge les enfants les plus vulnérables victimes de violences. C'est le sens de la poursuite de la généralisation des UAPD. 139 existants, 25 nouveaux prévus en 2025, pour la création desquels 4 millions sont dédiés, et le renforcement pour les 20 territoires les plus denses. Je soutiens également les projets innovants tels que le projet de centre d'appui à l'enfance créé par la professeure Céline Gréco, dont je précise que je la reçois ce soir. L'évaluation globale de la situation des enfants protégés fait l'objet d'un nouvel projet piloté par la Haute Autorité de Santé, dont les conclusions permettront d'améliorer les pratiques dès 2025. Je pense que ces mesures d'urgence sont d'autant plus importantes que le secteur traverse une crise profonde qui se traduit notamment par une difficulté d'attractivité et une difficulté de fidélisation des professionnels. Aujourd'hui, 129 100 professionnels sont engagés, mais le nombre de mesures ayant augmenté de 40% entre 1998 et 2022, nous voyons bien que nous avons des difficultés extrêmement importantes, et je le répète sur 2 sujets, fidélisation, attractivité. Donc, nous avons un enjeu de formation, et c'est faciliter l'accès aux carrières sociales, médico-sociales en renforçant les dispositifs de formation initiale, en simplifiant la validation des acquis d'expérience. Nous avons engagé des travaux pour lever les freins, faciliter la VAE. Je souhaite qu'on puisse également travailler à une évolution de la loi pour autoriser le cumul du métier d'assistant familial avec une autre activité professionnelle. Ça m'a souvent, j'ai peu d'expérience, je le dis très honnêtement dans ce domaine, mais c'est un sujet qui a été que j'ai très souvent entendu, et je pense que c'est un point important. Le corollaire, c'est évidemment de trouver ce sujet qui est celui du droit au répit. Je pense que c'est le deuxième élément extrêmement important pour ces familles d'accueil. Et nous voyons bien que si nous arrivons à travailler sur le sujet, ça nous permet d'avoir nos priorités, le retour autant que possible dans les conditions de sécurité vers les familles, les tiers de confiance ou proches, les familles d'accueil, et seulement en dernier recours, l'accueil collectif. Je crois que c'est le modèle sur lequel nous devons effectivement travailler. Je suis très consciente qu'en disant ça, il y a évidemment urgence quand je regarde les enfants et une nécessité de temps quand je suis rappelée par la réalité dans laquelle nous sommes. Nous allons également examiner les normes qui sont applicables pour garantir la sécurité des enfants accueillis, mais je crois que nous devons simplifier les modalités d'accueil pour ces familles d'accueil. Enfin, pour apporter des réponses à cette crise et au-delà des mesures précédemment évoquées, j'entends engager une véritable refondation de la politique de l'enfance pour intensifier les efforts en matière de prévention et de soutien aux familles, parce que
quelque part, la meilleure protection de l'enfance, c'est avant tout de créer des conditions d'une parentalité protectrice et donc d'éviter les placements. C'est tout le sens d'une contractualisation avec les départements résolument engagés sur les actions de prévention dès cette année, avec une stratégie de soutien à la parentalité portée par mon ministère que je souhaite diffuser avant la fin de ce semestre. Transformer l'offre de prise en charge pour garantir l'effectivité de l'ensemble des mesures de placement et éviter les ruptures de parcours. Outre chez les assistants familiaux, dont je viens d'expliquer qu'il fallait rendre le métier plus attractif, le recours au placement dans la famille élargie chez des tiers dignes de confiance doit être favorisé. Et je souhaite prévoir les dispositions réglementaires permettant la vérification de leur honorabilité, parce que c'est un trou qui existe dans les textes actuellement pris, de façon à pouvoir mobiliser cette solution, mais la mobiliser dans un cadre qui reste un cadre sécurisé pour les enfants. Il faut également évoquer le sujet de l'adoption qui mérite d'être favorisé à chaque fois que cela est possible. Pour cela, nous devons travailler avec la justice. Nous sommes convenus avec le garde des Sceaux qui s'est exprimé publiquement sur le sujet de travailler ces questions. Je pense que nous pouvons avancer, rendre effectif et peut-être plus systématique cette approche avec une meilleure approche conjointe, magistrats, professionnels, départements, des conditions souhaitables de prise en charge de l'enfant pour une meilleure exécution des décisions de placement. Et je pense qu'en plus, elles seront d'autant mieux exécutées qu'elles seront moins nombreuses si tous les autres leviers que j'ai évoqués deviennent effectifs. Dans cette refondation, je veux aussi trouver des solutions adaptées à la bonne prise en charge des enfants en double vulnérabilité. Vous faisiez allusion, Madame la Présidente, à l'étendue du portefeuille dont j'ai la responsabilité. Avec Charlotte Parmentier-Lecocq, nous allons nous mobiliser pour dégager les solutions adaptées, tant par le recours aux 50 000 solutions que par le développement de l'accueil familial et notamment thérapeutique. Je suis la ministre de l'Enfant, mais aussi celle des situations de handicap, et je pense que c'est une opportunité pour mobiliser tout mon ministère sur cette question. Enfin, garantir à chaque enfant un accès réel à la santé et à l'éducation doit être une priorité. J'ai évoqué ma volonté de généraliser les parcours de soins coordonnés actuellement expérimentés. Je souhaite aussi travailler avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, pour donner aux enfants placés et protégés toutes leurs chances de réussite. Nous devons avoir à l'école une prise en compte des spécificités de ces enfants pour mieux les comprendre, les accompagner. Solidarité protégée doit être ancrée partout. Ça fait partie de ces sujets qui ont été évoqués, insuffisamment mis en place. Nous devons mieux organiser l'accès aux études supérieures, à l'insertion, à l'autonomie et à l'emploi, déployer un soutien particulier via le mentorat, le parrainage pour les jeunes sortant de l'ASE. C'est aussi l'un des aspects sur lesquels j'avais missionné la Caisse des dépôts qui avance sur des solutions de mise en œuvre. Enfin, je voudrais travailler avec France Travail pour déployer des solutions de formation, d'insertion, d'accès à l'emploi dans un cadre accompagné. Cette refondation de la protection de l'enfance ne pourra réussir que si elle repose sur une coopération pérennisée avec les départements. Cette politique représente aujourd'hui le deuxième poste de dépenses sociales. Le nouveau cadre de contractualisation orienté sur la prévention sera un levier essentiel. Alors, nous avons plusieurs outils, la montée en puissance du GIP Enfance Protégée, la création du Haut Conseil à l'enfance qui devrait permettre d'accélérer cette coordination entre l'État et les collectivités. La loi de finances pour 2025 pérennise l'augmentation des crédits alloués à la prise en charge des mineurs non accompagnés avec un passage de 70 à 100 millions d'euros entre 2023-2024, sommes maintenus en 2025. La stratégie nationale de la protection de l'enfance contractualisée avec les départements bénéficie de moyens consolidés à hauteur de 120 millions d'euros. Enfin, la lutte contre la prostitution des mineurs voit son budget pérennisé avec le maintien de 6 millions débloqués en 2024. Je suis prête à aller plus loin pour garantir l'égalité de traitement de tous les enfants sur le territoire. Je pense que la protection de l'enfance, et c'est ma conclusion, n'est pas seulement une responsabilité politique pour les départements, pour l'État. C'est avant tout un enjeu de société qui nous concerne tous. Nelson Mandela rappelait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Donner à chacun de ses enfants les moyens de sa réussite, c'est un engagement que je prends devant vous avec humilité et détermination. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, on a déjà un certain nombre de prises de parole. Je vous propose de céder la parole à Madame la rapporteure et puis ensuite, n'hésitez pas à vous signaler si vous voulez ensuite interroger la Ministre. Merci. Bonjour. Madame la Ministre, tout d'abord, je voudrais adresser un mot, puisque nous sommes, c'est une audition publique. Aujourd'hui, c'est la dernière audition.
Nous avons regardé avec les administrateurs, en fait, avec la dissolution, et si on comptabilise depuis avril dernier, ça va faire presque 1 an que nous travaillons des auditions autour de ce sujet avec des déplacements. Donc je veux tout d'abord dire que c'est une expérience d'une commission d'enquête qui, sur la charge émotionnelle, est impactante. J'oserais dire qu'elle nous oblige. Nous avons eu au total environ 60 auditions, environ 7 à 8, voire 9 déplacements qui nous ont permis de rencontrer la diversité des problématiques qui étaient soulevées. Je veux dire que quand elle nous oblige, ça veut dire que ce rapport, on le sait, il est très attendu. J'ai eu l'occasion d'échanger avec vous, donc j'observe que ce que vous appelez la refondation, je partage, et qu'il y a déjà des pistes sur lesquelles vous vous engagez. Donc, en fonction du rapport que nous allons évidemment présenter début avril, on aura l'occasion de poursuivre cet engagement. Je voudrais simplement rappeler quelques points et qui sont pour moi importants, et je ne vais pas donc citer l'ensemble des points que j'aurais pu aborder, mais vous les avez indiqués dans votre feuille de route. Vous dire que quant aux 20 heures liées au Covid, on annonce une prime Ségur. Eh bien oui, c'est normal pour les personnels de santé dans une crise exceptionnelle. Mais il y a le secteur médico-social qui a été un peu oublié. Puis, il y a des batailles qui font que le secteur est enfin raccroché sur la prime Ségur. Ça a été des batailles assez complexes. Aujourd'hui, quand on parle d'attractivité du métier, on en a parlé ensemble, c'est l'une des difficultés majeures. C'est qu'en fait, il y a une inégalité entre les départements qui ont pu financer la prime Ségur, des professionnels qui ne l'ont pas parce que le département n'a pas pu la verser. Et vous avez aussi la difficulté que vous avez des grandes associations qui, elles, couvrent l'ensemble du territoire français. Donc, pour certains de leurs salariés, ils ont eu la prime, pour d'autres, ils ne l'ont pas eu. Tout ça crée des inégalités dans un contexte, vous l'avez dit, de crise majeure des métiers et de l'attractivité du métier. C'est un point que je voudrais indiquer parce que cette différenciation qui a été faite il y a quelques années, quand en 83, il y a eu la décentralisation où on a séparé santé et questions sociales, je pense qu'autour de la protection de l'enfance, c'est une profonde erreur. Parce que, je vous l'ai dit, c'est un enjeu de santé publique et que les personnels doivent être absolument accompagnés dans cette dynamique positive autour des enfants et le travail qu'ils font 24 heures sur 24, que ce soit durant le Covid où on pouvait les applaudir au même titre que les infirmiers, aujourd'hui doit être valorisé. Mais nous sommes à un point de bascule, c'est-à-dire que dans cette situation dramatique, certaines associations, parce que les départements ne vont pas le verser, risquent de le faire. Pour certaines associations, elles pourraient avoir un déficit de 900 000 euros. Et en fait, pour donner un exemple, ça peut être une association qui met la clé sous la porte et qui a 1200 mesures actuellement, et donc 1200 enfants. Donc, la problématique de la prime Ségur doit être, et c'est l'esprit de ce que je voulais vous dire, c'est que nous ne pouvons pas avoir cette différenciation qui nous pose une problématique de fond et qui, in fine, comme vous l'avez dit, et comme on a eu l'occasion d'en parler, ce n'est pas une prestation, derrière, ce sont des enfants. Et l'ensemble de ces problématiques qui pèsent sur les budgets des associations qui sont habilitées, aujourd'hui est un problème. Et c'est vrai que dans les idées, évidemment, que l'on développe ici et qu'on partage à plusieurs, c'est que quand l'État s'engage auprès des collectivités sur quelle que soit la prestation pour laquelle il demande une augmentation, il faut qu'à concurrence, il y ait vérification qu'elle est possible. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Vous savez très bien que la difficulté, et donc dans les recherches que nous faisons de trouver des solutions financières, quand il y a l'asphyxie des départements, il y a l'asphyxie des associations qui, elles, accompagnent les enfants pour quasi 90%. Le secteur public des départements qui accueillent les enfants n'est pas majoritaire. Ce sont les associations, et on en a parlé, c'est historique.
Donc cet équilibre et de la prise en charge des enfants, en ce moment, il y a des mouvements qui existent un peu partout dans plusieurs départements parce qu'il y a des baisses budgétaires et des baisses y compris d'engagements qui pourraient être pris sur ce secteur. Donc nous cherchons évidemment à faire des préconisations et dans les préconisations, il faut qu'il y ait une part qui soit fongible. On ne peut pas toucher à ce secteur de la protection de l'enfance. C'est quelque chose sur lequel on doit trouver de manière la plus intelligente possible budgétairement la capacité qu'on s'engage entre les départements et l'État pour qu'on ait les meilleures capacités de prendre en charge ces enfants. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est que du coup, il y a la prospective qui pose un énorme problème. Pas de data, pas de... la Banque des Territoires a eu l'occasion de le dire, mais tous les rapports le disent depuis des décennies. Il n'y a pas de data, et si on prend que les 10 dernières années, il n'y a pas eu de mouvement pour modifier ça. Et cette commission d'enquête, en fait, elle montre vraiment, c'est vertigineux, l'ensemble des rapports qui ont pu exister et la conscience de que ça n'avait peu bougé. Aujourd'hui, pas de data, pas de visibilité dans le bâti, pas de visibilité sur les enfants que l'on prend en charge, pas de niveau de recherche à un niveau comme ça existe à l'échelle internationale pour la projection du devenir et surtout des études longitudinales pour les enfants, des cohortes, comme ça se fait un peu partout, montre que nous avons une vision qui ne permet pas la prospective. Et surtout, comme elle ne permet pas la prospective, je peux vous donner des exemples très précis. Le week-end dernier, Paris faisait des OPP parquet pour 50 enfants. Mais quel département, même Paris, peut accueillir 50 enfants le soir même ? Mais comment on peut ne pas travailler ensemble au sens coordination interministérielle pour se dire que suite à 2020 avec le Covid, il y a des répercussions de santé publique dans notre société, de santé mentale, de différentes problématiques, y compris des questions de violence intrafamiliale, des violences, de la santé mentale, et qu'en fait, aucune analyse n'a permis à personne de se projeter. Aujourd'hui, on en parlait sur la question des pouponnières. Il y a des juges qui se refusent de faire certaines mesures parce qu'ils savent qu'elles n'est pas opérée par le département. Les associations cherchent des places. Et en fait, quand vous discutez avec les travailleurs sociaux, à qui évidemment je veux rendre vraiment un message d'entier soutien compte tenu du travail extrêmement difficile qu'ils font, ils cherchent que des places en ce moment. Ils n'ont plus le temps d'être en capacité d'être aux côtés des enfants. Donc, on a besoin de normes, on a besoin de socles pour que les enfants soient pris en charge de la même manière à l'échelle de tous nos territoires. C'est inacceptable en fait que les enfants ne soient pas pris de la même manière. Donc je crois que dans la feuille de route que vous proposez, il y a évidemment des avancées que j'ai entendues et qu'on va suivre, mais il y a aussi vraiment la prospective en amont de travailler totalement différemment parce que l'État a une très très grande responsabilité dans le cadre de ne pas avoir bougé sur la question des normes, y compris dans les discussions qu'ils ont pu avoir avec les grandes associations qui ont lancé des alertes assez nombreuses depuis 2023, y compris sur la crise des professionnels, la revalorisation, y compris du métier. Évidemment, ça passe aussi par les salaires, mais ça passe aussi par la formation. Et on le sait aujourd'hui, les études montrent que de manière majoritaire, nous ne sommes pas à niveau pour prendre en charge des enfants qui ont eu des psychotraumas graves, des cas complexes qui nécessitent en santé publique un outillage professionnel qui leur permet de mieux les accompagner. Donc sur l'ensemble de ces sujets, le rapport rendra évidemment de nombreuses préconisations, mais d'ores et déjà, je vous le dis, le côté interministériel est une obligation, qu'il ait une capacité à avoir aujourd'hui cette capacité à se projeter, à accompagner les enfants de la meilleure manière. Et pour finir, et je voudrais avoir une note positive, mais aussi rappeler une note qui est, vous l'avez fait, il faut un pilote dans l'avion, en fait, très clairement. Et je prends l'exemple quand j'ai fait l'alerte entre mai sur la pouponnière. Aujourd'hui, que des professionnels soient obligés d'accueillir des enfants dans de mauvaises conditions, qui sont des bébés, c'est d'une inacceptable, mais ça nous place la France à être en situation d'être le premier pays d'Europe à placer le plus d'enfants en institution.
Je vous le dis, c'est inacceptable. C'est une capacité qui montre que nous avons raté totalement cette vision qui est d'accompagner les enfants vers le meilleur, parce qu'en fait, on atteint y compris leur développement par ces sujets-là, et que la coordination doit se faire, y compris avec la justice, qui doit prendre des décisions qui accompagnent les besoins fondamentaux de l'enfant et pas le contraire. Et donc, on doit avoir une réflexion, y compris sur les enjeux de formation chez les médecins, enjeux de formation dans la justice, qui n'est pas assez formée, en tout cas, aux besoins fondamentaux de l'enfant, et je pense particulièrement aux psychotraumas graves. Et on doit être sur une vision très 360 degrés pour être en capacité de bouger les lignes. Voilà, je voulais juste vous faire part de ces remarques, dire que le travail, remercier Madame la Présidente, remercier les administrateurs qui n'ont pas fini le travail et qui travaillent avec moi sur tous ces sujets. Mais c'est un enjeu de société, c'est un enjeu majeur. Je voudrais vous rappeler juste aussi, vous dire que il faut toujours se rappeler qu'à chaque fois qu'il y a eu des changements on le disait, pour le soin et sur la santé au niveau du social, en matière de PJJ aussi en 2011, quand on a changé la PJJ sur le pénal, qu'on l'a recentré sur le pénal, moins sur l'éducatif. Aujourd'hui, la réalité, c'est que la protection de l'enfance accueille les vulnérabilités, les doubles vulnérabilités, parfois les triples. On peut avoir MDPH, ASE, PJJ, et on demande à l'ensemble de la protection de l'enfance d'accueillir ces enfants du mieux possible, avec des secteurs entiers de l'État qui se sont désengagés. Et ça, on devra évidemment le remettre, en tout cas, on le remet en cause, bien évidemment, mais pour autant, il faudra y trouver des solutions assez rapidement. Voilà. Je laisse la parole, en tout cas, à Madame la Ministre et puis à mes collègues après. Merci Madame la rapporteure pour vos mots et évidemment je partage ce que vous avez dit sur ce qu'ont vécu les membres de la commission d'enquête pendant toutes ces auditions, puisque comme je le disais au début de cette audition, nous parlons d'enfants et nous parlons de situations extrêmement difficiles. Et comme vous, j'ai évidemment une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui, dans les conditions que nous connaissons, sont à leur côté au quotidien. Et sans transition, je vous réponds sur le Ségur. Alors, vous savez, c'est toujours facile de juger avec les yeux d'aujourd'hui ce que vos prédécesseurs ont fait il y a quelque temps. Pour autant, je pense que la représentation nationale a constaté que derrière la bonne idée de la prime Ségur, la mise en place a été particulièrement compliquée parce que, effectivement, le périmètre, au moment où les annonces ont été faites à l'époque, je pense que le périmètre n'avait pas été précisément défini et qu'on s'est rendu compte et qu'on se rend encore compte aujourd'hui que finalement cette notion d'éligibilité à la prime Ségur était probablement beaucoup plus importante que ce qui avait été envisagé au départ, ce qui d'ailleurs doit nous interpeller les uns et les autres, et là je parle pour les membres du gouvernement, quant aux annonces que nous sommes conduits à faire et à bien en préciser le champ. Une fois que j'ai pris ce sage constat, je voudrais vous dire que pas plus tard qu'hier, j'ai échangé, je vous l'ai dit, avec le président du département de France et les deux présidents Glaise et Lacroix, parce que nous avons listé ensemble, vous comprenez qu'eu égard au portefeuille qui est le mien, j'ai avec eux de très nombreux sujets, aussi bien sur le travail que sur les sujets médico-sociaux. Et je souhaite que nous puissions, dans le cadre du budget dont l'encre, du PLFSS et du PLF, dont l'encre est à peine sèche, que maintenant nous déclinions concrètement les éléments. Et nous sommes en train de déterminer les voies et les moyens pour sortir du sujet Ségur, parce que nous ne pouvons pas collectivement considérer que ce sont des personnels qui feraient les frais d'une imprécision à un moment ou à un autre. Et donc toute la question, c'est notre capacité effectivement à solder le sujet avec une conférence des financeurs que nous devrions organiser tout début mars avec Département de France pour chercher à trouver des solutions sur la capacité à sortir les éléments financiers qui permettraient d'accorder
ces fameux éléments. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes en train de travailler sur le sujet. Sur les assistants familiaux, moi je reste aussi très préoccupée, parce qu'ils me l'ont redit d'ailleurs hier, les uns et les autres. Je pense que notre sujet du répit est vraiment une des réponses en matière d'attractivité tout à fait importante. Sur tout le sujet data, vous avez raison, c'est un sujet absolument majeur. On ne peut pas d'un côté faire l'IA et mettre en avant l'IA, et de l'autre côté ne pas avoir des data sur des sujets aussi importants que ceux-là. Vous avez raison, il y a d'un côté la gestion du bâti, il y a surtout les suivis des parcours des enfants. Et donc là-dessus, l'expérimentation de la Caisse des dépôts est particulièrement intéressante parce qu'elle nous permettrait d'avoir réellement un suivi pour chacun des enfants dans l'ensemble des domaines du suivi de l'enfant, ce qui pour moi paraît un élément tout à fait important, et c'est pour ça que je veux vraiment regarder comment nous pouvons avancer sur le sujet. Et bien évidemment, ce suivi-là, il doit être construit de telle manière qu'il est suivi de façon totalement interministérielle, parce qu'il y a la santé, mais il y a évidemment le parcours scolaire de l'enfant. Enfin, il y a tous ces sujets qui doivent pouvoir être regardés et qui doivent nous permettre d'avancer. Et quand on parle d'expérimentation, on a dans mon ministère, vous le connaissez tous, le fameux article 51 qui nous permet des expérimentations, des suivis de cohorte. Et bien là encore, si on n'a pas de data, c'est très compliqué de faire des suivis de cohorte. Donc je pense qu'on peut aller plus loin sur le sujet. Et si je devais prendre un engagement vis-à-vis de vous, c'est évidemment de dire qu'il est urgent que nous sortions de cette... Il y a des premières places dont on ne rêve pas. Et cette place de premier pays d'Europe pour le nombre d'enfants placés, par définition, plus vite nous en sortirons, plus vite nous dirons que nous avons fait œuvre utile. Et ne serait-ce que par un, respect à ce qu'on doit à ces enfants, mais deux, celles et ceux qui s'en occupent, je pense que nous ne manquons pas d'objectifs. Maintenant, la question, c'est comment on arrive à trouver des réponses à ces objectifs et comment on fait un suivi précis pour mesurer les points de progrès. Moi, ça va vraiment être ça, le temps où je suis en charge de ce sujet, c'est le sens de mon engagement, des plans précis, des suivis précis qui vont nous permettre de mesurer les points de progrès. Je ne vous promets pas qu'on va tout faire en même temps, vous ne me croiriez pas et vous auriez raison. Par contre, mon engagement, c'est d'avancer précisément de façon à ce qu'on mesure les points de progrès. Je crois que c'est vraiment une méthode, et nous avons, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, échangé, et vous avez eu les mots quand vous expliquez. Je pense que quand vous mettez en avant le manque de normes, on le sait, ce manque de normes, nous ne le rattraperons jamais. Il est lié à l'organisation française du début du XXe siècle, avec ce qui était à l'époque le bénévolat, et c'est ce que les gens appelaient à l'époque les bonnes œuvres. Et on est parti de ces bonnes œuvres sans jamais normer. Et c'est en fait une activité qui a manqué incontestablement de vision et de normes. Là encore, je ne suis pas là pour critiquer celles et ceux qui étaient avant nous, mais probablement au moment de la décentralisation, il n'y a pas eu de prise en compte de ce sujet S-qualité, et donc on peut se dire qu'un siècle après, il est temps que nous déterminions les voies et moyens de prendre en charge. Et si je devais ajouter un autre élément, on ne peut pas parler à longueur de journée du virage démographique français, du problème de natalité en France, et ne pas être capable, je citais tout à l'heure 397 000 mesures, certains enfants pouvant avoir plusieurs mesures. Je vais lancer un chiffre qui est tout sauf scientifique. Je veux dire, si on parle de 360 000 enfants ramenés à 68 millions de Français, la montagne n'est pas si énorme, et on le doit à chacun de ces enfants. Et je pense que c'est d'autant plus important que nous soyons en capacité d'apporter des solutions. Oui. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vous propose de passer aux interrogations, aux questionnements de nos collègues députés, en commençant par Monsieur Feignet. Si possible, une question en 2 minutes, histoire de laisser du temps pour chacun. Je vous laisse la parole. Ça a l'air bon. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, oui, vous avez évoqué la question du financement des politiques publiques, la question de la coordination des données, des statistiques. Bien sûr, la commission d'enquête fera derrière des observations et des propositions en termes législatifs. Sur le terrain, les travailleurs sociaux
évoque un empilement des dispositifs, des lois, la loi de 2002, la loi de 2007, la loi de 2016, la loi de 2022, et une absence d'évaluation de ces dispositifs. Donc ma question est très simple. Quelle place faites-vous au niveau du ministère pour l'évaluation des politiques publiques et notamment l'évaluation des politiques en matière de protection de l'enfance? Merci. Vous voulez que je réponde tout de suite? Je vais vous répondre deux choses, monsieur le député. Je suis d'accord avec vous sur la liste des différents textes et sur le fait que ces textes n'ont même pas leur pleine effectivité, tout simplement parce que les décrets ne sont pas sortis. C'est pour ça que j'ai pris soin de vous citer l'ensemble des décrets et les moments où je veux sortir ces décrets, parce qu'on se rend compte que les lois se succèdent, mais on remplace une loi par une autre loi sans que la loi qu'on veut remplacer n'ait été effective. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, derrière, vous avez raison, la notion d'application et d'évaluation de la loi. Alors, je ne vais pas me permettre de vous dire que c'est un travail parlementaire, mais je pense que dans les travaux de votre commission, je vais avoir de nombreux éléments sur le problème d'application des lois, puisque je regarderai, j'aurais pu commencer mon propos comme ça, en disant que, bien évidemment, au moment où j'arrive, votre rapport dont je peut imaginer que le ton va nous inciter à sortir, à mettre les bouchées doubles, si vous me passez cette expression un peu familière, et qui sera précisément une bonne évaluation de tout ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'après, moi, je crois qu'il faut un plan d'action pour que vous puissiez mesurer au fur et à mesure, année après, les résultats de ce plan d'action. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. Je vous laisse la parole pour 2 minutes. Oui, bonjour, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Madame la Ministre. Alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat vu que j'ai la parole assez tôt. Qu'en est-il du Haut Commissariat à l'enfance qui était évoqué, parce qu'on attend toujours maintenant depuis 2 mois et que ce serait certainement une avancée indispensable pour la coordination des différents services au niveau de l'enfance. On a été alerté par les présidents de département quand même régulièrement sur les besoins de financement par l'État. Pouvez-vous nous donner l'assurance qu'il y aura des moyens suffisants dédiés pour les améliorations indispensables et nécessaires pour l'aide sociale à l'enfance? Et ensuite, pour ce qui est du bien-être des enfants placés, différentes choses. On a de très nombreuses remontées sur la déscolarisation des enfants placés. Qu'en est-il ? On a également de très nombreux témoignages qui reviennent très régulièrement sur le non-suivi des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Vous avez parlé de leur arrivée, mais qu'en sera-t-il pendant tout le temps où ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance? Et je vais revenir sur un sujet aussi qui est très inquiétant pour moi, c'est la prostitution qui a lieu et court au sein de l'aide sociale à l'enfance, avec une estimation d'environ 15 000 enfants de 13 à 17 ans. Donc 15 000 enfants de 13 à 17 ans qui seraient concernés, et parfois avec des jeunes filles prostituées au vu et au su de certains personnels dans des foyers ou des MEX. On a un gouvernement et l'État qui est pour moi quand même un parent défaillant. Il va vraiment falloir qu'on transforme ça concrètement. Quelles sont vos réponses à ces sujets? Merci à vous. Merci, monsieur le député. Alors, plusieurs questions. La première, effectivement, le décret, comme vous le savez, est sorti le 10 février sur la création du haut-commissaire. Il devrait être nommé dans les semaines qui viennent, je pense 1 ou 2 semaines, pour être précise. Et moi, j'ai commencé à travailler une feuille de route pour discuter avec le haut-commissaire qui pourrait être nommé, que je ne connais pas et avec qui je n'ai pas parlé au moment où je vous parle. Et pour être clair avec vous, moi je pense que ce haut-commissaire peut travailler à mes côtés, puisque le décret est clair sur le fait que le haut-commissaire m'est rattaché, ce qui veut dire que je garde la responsabilité de la politique de l'enfance. Et je verrai bien des sujets comme la politique de prévention de lutte contre les violences faites
directe aux enfants. Je reverrai bien, j'entre pas dans les détails eu égard au temps qui nous a imparti. L'organisation de l'adoption, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est un chantier en soi. La politique de soutien à la parentalité et la logique de prévention autour de cela. La stratégie d'usage des écrans, la pédagogie d'accompagnement pour les enfants comme pour les parents. Le service public de la petite enfance et les notions d'aller vers les élus locaux. Probablement un comité interministériel avant l'été. Pour être tout à fait clair avec vous, je souhaite garder personnellement le sujet de l'aide sociale à l'enfance en responsabilité directe parce que je veux vraiment en faire un des axes forts que je vais porter. Donc après, je vous ai donné des grandes thématiques. Il faut qu'on puisse travailler à l'intérieur de ces thématiques, mais en tout cas, ça vous donne une idée de la façon dont je veux structurer les choses. En ce qui concerne maintenant le suivi scolaire, dans mon propos liminaire, j'ai évoqué le dispositif scolarité protégée. L'idée, c'est effectivement d'aller beaucoup plus loin parce que vous avez raison. Nous avons à la fois des taux de redoublement beaucoup plus élevés pour les enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance et nous avons deuxièmement des enfants qui effectivement sont dans cette fameuse catégorie horrible des ninis, c'est-à-dire déscolarisés et pas en activité. En ce qui concerne le budget, la prostitution, j'ai souhaité qu'on puisse effectivement remettre des budgets dédiés. Il y a 6 millions dans le PLFSS qui vient d'être adopté. Derrière, on doit concrètement travailler sur un accompagnement avec des pilotages locaux autour de ces sujets-là parce que j'ai échangé avec plusieurs présidents de département et je ne peux malheureusement que confirmer ce que vous dites. Moi, on me parle de 6 à 10 000 mineurs qui seraient victimes de cette situation de la prostitution. C'est dire si c'est vraiment un enjeu absolument prioritaire. Et en ce qui concerne le sujet budgétaire, j'ai, dans mon propos liminaire, rappelé les sommes qui avaient été gardées cette année au titre du budget. Merci beaucoup, Madame Bergantz. Je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'aimerais aborder 2 sujets. Est-ce que vous avez des pistes de travail sur le sujet des administrateurs ad hoc ? Je veux parler de leur statut, de leur formation et de leur effectif, à l'heure où le nombre est notoirement insuffisant et que leur champ de compétences ne cesse d'être étendu par le législateur. Ma deuxième question, alors c'est peut-être qu'elle est un peu décalée, je ne sais pas, mais vous allez me dire. En tout cas, je voudrais reparler du contrôle des établissements en lien avec une instruction ministérielle de l'été dernier. Quand je parle de décalé, peut-être que c'est lié à ma méconnaissance, en fait. Voilà. Donc, on sait que les conseils départementaux sont les premiers compétents en matière de contrôle. Et cette instruction ministérielle appelle les services déconcentrés de l'État à renforcer l'effectivité et la qualité, le suivi de l'inspection-contrôle des établissements. Et notamment la possibilité des contrôles conjoints et la possibilité d'organiser des contrôles en cas de carence. Alors, je voulais savoir ce que vous pouviez nous dire de cette possibilité donnée à l'État et à votre connaissance, est-ce que ça a pu arriver en fait sur le terrain de prévoir des contrôles d'établissement en cas de carence? Merci. En ce qui concerne les administrateurs ad hoc, je vais vraiment, très honnêtement, passer le ballon en vous expliquant que c'est au ministère de la Justice et que je ne sais pas. Je crois que quand on ne sait pas, il faut dire qu'on ne sait pas. En ce qui concerne le contrôle des établissements, effectivement, l'instruction ministérielle appelle à renforcer les contrôles et c'est bien la raison pour laquelle je souhaite qu'à l'échelle départementale, on ait vraiment un travail qui se fasse entre les services du département, les services de mon ministère sous l'accompagnement du préfet parce que ça nous permet d'avoir cette vision large à l'échelle du département qui permet après d'avoir l'organisation puisque là on est vraiment sur une logique territoriale. Merci beaucoup. La parole est à Madame Messmer. Merci Madame la Présidente. Déjà, je voulais commencer par dire que nous attendons en effet la publication des décrets dont vous avez parlé avec impatience et qu'il valait mieux tard que jamais.
Vous avez parlé et suggéré de mettre un représentant de la protection de l'enfance dans les services de la préfecture. Donc moi, je voulais aussi questionner ce que je fais depuis un moment en commission d'enquête, la présence de travailleurs sociaux dans les écoles, puisqu'il me semble que c'est le second lieu de socialisation des enfants et que la communication et la culture professionnelle de l'éducation nationale et de la protection de l'enfance génèrent aujourd'hui beaucoup de difficultés à travailler ensemble et à protéger les enfants. Je peux que aussi signaler et m'appuyer sur l'affaire Betaram qui nous montre aujourd'hui qu'en 30 ans, il y a eu énormément de violences physiques, violences sexuelles dans le milieu de l'éducation, enfin de l'école. Donc là, c'était une école privée, mais les publics et privés sont concernés. Donc là, c'était 30 ans d'omerta, 112 plaintes, des signalements, une enquête. Personne n'a protégé les enfants. Et d'ailleurs, peut-être un peu piquant, mais je pense que notre commission d'enquête aurait pu aussi décider d'auditionner le président du conseil départemental de l'époque, qui est autre que notre première ministre actuellement, et qui avait en charge la protection des mineurs. Si je dis ça, c'est pour faire le lien aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir, Madame la Ministre, que les présidents de département sont chefs de file et responsables pénalement de la protection de l'enfance. Donc si je fais ce lien-là, c'est parce que je veux vous questionner sur les présidents de département. Nous avons récemment entendu ici M. Christian Poiré qui a confirmé ses propos qui avaient été tenus en 2024 sur BFM, qui disait qu'il préférait protéger les enfants de 0 à 5 ans parce qu'ils n'avaient pas accès au langage et que les enfants de plus de 5 ans qui, eux, avaient accès au langage étaient moins en danger que les autres. Donc nous, on a trouvé ces propos ici scandaleux. Voilà, et dangereux. Mais donc, de la même manière, d'ailleurs, il y a des départements qui ont arrêté l'accueil des mineurs non accompagnés, pourtant qui est aussi une disposition légale, prétextant le budget qui ne leur permet pas de les accompagner, mais surtout reposant surtout sur des idées racistes, hein, je veux le dire clairement. Donc vous, en tant que ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, que répondez-vous à ces propos et ce désengagement scandaleux des présidents de département, mais qui sont, du coup, comme je le disais, dangereux compte tenu de la responsabilité. Vous aussi, vous avez des responsabilités, eux devant la loi et vous vis-à-vis d'eux. Donc de la même manière, ces propos, comme ceux de nombreuses personnes, si ce n'est toutes les personnes auditionnées pendant la commission d'enquête, ont montré et ont pointé du doigt un budget qui était asphyxiant et pas du tout à la hauteur des besoins en protection de l'enfance. Vous avez dit à mon collègue Arnaud Bonnet tout à l'heure que vous avez rappelé les montants, mais rappeler les montants du budget, ça ne veut pas dire qu'ils sont suffisants et ça ne veut pas dire qu'il y a des gros problèmes. On le voit partout, notamment sur la prévention, qui est le premier milieu qui est impacté par ces budgets. Donc, le constat, pour moi, il est sans appel. Déjà avant la commission d'enquête, encore plus maintenant. Donc, que répondez-vous à ça et assumez-vous la suffocation, voire la liquidation du service public de la protection de l'enfance ? Merci Madame. Plusieurs éléments à répondre. Le premier, c'est que je pense avoir fait un constat mettant en avant la nécessité de repenser ce service. C'est tellement vrai que j'ai parlé moi-même de refondation du service d'accompagnement de l'aide sociale à l'enfance. Donc, le moins qu'on en puisse dire, c'est que je suis parfaitement consciente qu'il y a une nécessité d'aller plus loin. Une fois qu'on a dit ça, pour moi, les enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, ce sont des enfants et notre responsabilité, c'est de les accompagner. Ce sont des enfants qui ont fait l'objet de mesures. Ces mesures sont le reflet de situations extrêmement difficiles qu'ils ont vécues. Il faut donc non seulement les protéger, mais si vous me passez un terme un peu familier, il faut les aider à se reconstruire parce qu'ils ont évidemment subi des drames absolument catastrophiques. Une fois qu'on a dit ça, nous sommes effectivement dans un travail qui se fait avec les départements. Moi, j'ai rencontré évidemment la vice-présidente de département de France particulièrement en charge du sujet. J'ai vu hier, je l'ai dit tout à l'heure, le président de département de France et 2 coprésidents. Et ce que je cherche, c'est travailler évidemment avec eux pour faire avancer et apporter des réponses concrètes. Et je veux tellement apporter des réponses concrètes que c'est pour cela que j'ai précisé tout à l'heure que quand des enfants partaient d'un département pour aller vers un autre, je souhaitais que l'autre président de département soit informé. Donc c'est bien parce que précisément, il me semble important qu'on ait effectivement un suivi qui soit le meilleur possible dans l'intérêt de l'enfant. En ce qui concerne les travailleurs sociaux dans les écoles, c'est le principe de ce qui s'est mis en place et que je souhaite continuer à développer. Alors quand vous dites qu'il n'y a pas du tout de travailleurs sociaux dans les écoles, quand on a par exemple l'accompagnement, c'est un autre domaine, mais c'est celui des enfants handicapés qui sont accompagnés par des AESH, on a bien des travailleurs sociaux
qui accompagnent dans les écoles, et depuis l'année dernière, on les a, et heureusement d'ailleurs, y compris au moment de la pause méridienne. Donc il y a déjà des personnels dans l'éducation nationale, et ce qu'il faut, c'est qu'on puisse effectivement continuer les expérimentations qui ont été menées, et c'est ce que j'ai demandé à Elisabeth Borne. Maintenant, ce qui concerne le budget, pourquoi j'ai dit que j'avais rappelé le budget? Parce que ce sont plus de 30 millions. Quand vous parlez... Je voudrais juste essayer de vous répondre. Quand vous parlez des mineurs non accompagnés, c'est concrètement aujourd'hui plus de 30 millions qui ont été alloués depuis 2023. Le but de la manœuvre étant justement de donner aux départements des moyens supplémentaires parce que les mineurs non accompagnés relèvent, et je l'ai dit tout à l'heure, de la politique de l'aide sociale à l'enfance comme tout autre mineur, et c'est la raison pour laquelle nous avons donné des moyens supplémentaires aux départements pour travailler sur le sujet. Donc oui, la politique est perfectible, évidemment. Pour autant, je pense que l'État est dans un accompagnement financier auprès des départements pour répondre à ces besoins. Je rappelle que pour les départements, ce sont 10 milliards d'euros qui sont consacrés chaque année. Madame Alizadeh, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente. Avant de passer à mes questions, juste pour être sûre d'avoir bien compris, pour vous, les AESH sont des éducateurs? Non. Des travailleurs sociaux? Non, pas du tout. D'accord, pardon. Pardon Madame la Présidente. Non, je dis simplement qu'il y a bien des travailleurs sociaux dans les écoles. Les AESH, ils sont affectés à des enfants handicapés, mais ils ont bien un statut qui est un statut de travailleurs sociaux. C'était parce que vous... Ouais, je suis désolée, c'est parce qu'on ne va pas entendre s'il y a un dialogue qui est établi. Mais ils sont en accompagnement d'enfants handicapés. Alors effectivement, ils n'ont pas en tant que tel le statut, mais ce ne sont pas des éducateurs ou des enseignants. Juste. Alors, je siège à la commission éducation et la question des AESH va être un véritable sujet parce qu'à l'heure actuelle, les AESH n'ont pas accès au dossier de l'enfant, ils ne sont pas intégrés dans les réunions pédagogiques. Pardon. On ne s'est pas compris. Ce que j'ai voulu dire, je n'ai jamais, et si je l'ai dit, vraiment je veux que les choses soient claires au compte rendu, je n'ai jamais dit que les AESH s'occupaient des enfants de l'aide sociale. L'idée c'était de dire qu'il y a des AESH avec les enfants handicapés dans les écoles et que ces personnels-là ne sont bien pas des personnels au sens enseignant du terme et qu'ils sont bien dans les écoles. C'était ça ce que je disais. C'était pas du tout en ce qui concerne les enfants de l'aide sociale à l'enfance. Je vous rejoins sur le fait que c'est des personnels qui sont bien dans les écoles, mais malheureusement, et nous le regrettons, mais peut-être qu'on pourra travailler là-dessus et évoluer sur ce sujet-là avec vous, ce ne sont pas des travailleurs sociaux. Ce sont des personnes qui sont dans des statuts extrêmement précaires, très mal payés. Il y a une véritable évolution à faire, justement pour qu'ils deviennent peut-être, et elles le souhaitent, des travailleurs sociaux. J'en arrive à mes sujets. Tout d'abord, merci Madame la Ministre, parce que vous nous avez montré par votre propos liminaire que vous souhaitiez prendre la question de la protection de l'enfance à bras-le-corps avec vos 5 priorités. J'ai des questions sur quelques-unes d'entre elles concernant le contrôle des établissements. Qui va contrôler? Est-ce que ce contrôle va être confié au département? Si c'est le cas, ce ne serait pas un contrôle. Il faut absolument, de notre point de vue, que ça soit une autorité indépendante nationale pour qu'il y ait à la fois une stabilité et une coordination. Parce que je pense que le rapport de Madame la rapporteure va le montrer. De nombreuses défaillances dans le suivi viennent du fait que les parents, quand ils changent de département, changent de personnes de référence et qu'il y a une rupture dans le suivi. Ensuite, vous avez parlé de contractualisation avec les départements. À nos yeux, il ne peut pas avoir de contractualisation sans sanction. J'en reviens aux propos de M. Poiré. M. Poiré dit qu'il lui manque des places. Selon les travailleurs sociaux, il en manquerait 2000. Mais qu'il ne peut pas en faire, il n'a pas assez d'argent, donc il ne peut pas accueillir tout le monde. Je tiens à souligner que M. Poiré a créé 400 ETP pour s'occuper de l'insertion dans l'emploi. Ce n'est pas du tout sa compétence. C'est la compétence de la région ou de l'État, et de l'État. Donc, est-ce que vous allez envisager une contractualisation qui va quand même comporter un volet sanction pour que cette contractualisation en soit vraiment une? Sur les normes d'encadrement, je me félicite que vous souhaitiez être très offensif sur ce sujet.
en lien avec Madame la rapporteure ici qui mène ce travail-là. Mais ça va demander un véritable budget, une véritable augmentation du budget. Je suis désolée, vous êtes allé un peu vite sur les chiffres, je n'ai pas tout retenu, mais les chiffres que j'ai entendus me semblent être sous-estimés par rapport aux besoins nécessaires. Et ma question est celle-ci, quel est l'état de votre dialogue avec Bercy? Et je regrette, moi, qu'on n'ait pas pu ici auditionner le ministère, ce ministère-là, le ministre des Finances, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Enfin, vous n'avez pas abordé la question des sorties de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que vous comptez mettre fin aux odieux contrats jeunes majeurs? Je dis bien odieux parce que je vous remercie d'avoir mentionné par 2 reprises le comité de vigilance des enfants placés. Et j'espère que par la suite, vous allez continuer à les associer très étroitement à votre politique parce qu'ils vont vous éclairer. Ils vont vous éclairer aussi sur le fait que le grand drame, je crois, dans ce pays, c'est que la protection de l'enfance, on la considère sous le prisme d'une aide sociale. Il manque à ces enfants, pas de l'aide, mais de l'attachement. L'attachement, c'est quoi? C'est s'attacher à un adulte en qui on peut avoir confiance, un adulte de référence, savoir 2 choses, qu'on compte pour lui et qu'on peut compter sur lui. Le problème des sorties de l'aide sociale à l'enfance, qu'elles aient lieu à 18 ans, à 20 ans ou à 21 ans, c'est que du jour au lendemain, ces enfants ne peuvent plus compter sur personne, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Aucun adulte ici présent qui est grandi dans un environnement familial sain, et j'espère que c'est le cas pour un grand nombre d'entre nous, ne s'est trouvé dans cette situation. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je peux dire que je peux compter sur ma mère et qu'elle peut compter sur moi. Est-ce que vous allez faire cette révolution de la protection de l'enfance qui est vraiment attendue par tous, enfants placés d'hier comme d'aujourd'hui? Je vous remercie. Merci. Alors, je reviens une dernière fois sur ce sujet qui n'est pas celui de votre commission pour dire que sur le sujet des AESH, on aura travaillé avec Charlotte Parmentier-Lecoq sur le sujet. Mais je rappelle quand même que l'année dernière, on a avancé sur un point qui était la pause méridienne. Je ne dis pas que ça a réglé leur situation, mais ça a permis d'allonger un peu le temps de travail et de prendre en compte un sujet qui était un sujet important et notamment un sujet important pour la situation de l'enfant concerné. Effectivement, le contrat jeune majeur, le moins qu'on en puisse dire, c'est que c'est pas un contrat, c'est une espèce de prise en charge obligatoire jusqu'à 21 ans qui ne répond pas aux attentes qui sont celles. Donc derrière, il faut qu'on travaille sur le sujet. Je n'ai pas de réponse toute faite à vous dire. Le monde idéal, c'est qu'on ait, et je partage ce que vous avez dit sur cette notion de confiance et peut-être aussi une notion de confiance et peut-être un minimum d'affection qui est loin d'être négligée, qui est loin d'être négligeable, qui est probablement pour moi le corollaire. Les deux vont ensemble. Et derrière, évidemment que le sujet, c'est qu'on arrive à travailler sur des sujets d'accompagnement qui, dans un monde idéal, et ce que je vous dis là, je le répète, n'est pas construit et on a besoin de travailler sur ces sujets-là, mais dans un monde idéal, il faudrait qu'on arrive à ce que quasiment chacun de ces enfants ait au plus tôt, quand il a une mesure, un référent qui puisse l'accompagner parce que vous avez, avant 21 ans, vous avez tous ces sujets tout simplement de la manière dont on grandit, de la manière dont on peut envisager les possibles, comment envisager les possibles quand on est tout seul et qu'on ne peut en parler à personne. Enfin, toutes celles et ceux qui ont des enfants le vivent, on l'a vécu nous-mêmes comme enfants, c'est déjà suffisamment compliqué quand on est entouré, on peut imaginer ce qu'il en est dans ce contexte. Donc l'idée, c'est effectivement de travailler autour de ça. Je vous réponds très franchement qu'aujourd'hui, je n'ai rien de construit sur le sujet, mais que je pense que nous devons effectivement avancer et que ça dépasse à la fois l'État, les conseils départementaux. J'ose dire, et je mesure ce que je dis, que c'est une cause nationale et que 360 000 enfants, on devrait être en capacité, les uns et les autres, c'est très bien qu'on soit tous là en train d'en parler, on devrait être en capacité, chacun d'entre nous, de se dire, mais après tout, et peut-être, on a déjà eu des initiatives, il y a déjà eu des mentorats, des accompagnements, ça fonctionne pas, mais en tout cas, ça fait partie des solutions. En tout cas, je pense qu'il y a une réflexion autour de cette cause et de ces mentorats, de ces parrainages, qui doivent être mis en place, c'est pour moi un élément tout à fait important. Sur la question que vous évoquiez sur qui contrôle. Le contrôle aujourd'hui tel qu'il est organisé, c'est préfet et département. C'est les deux ensemble, tel que c'est organisé aujourd'hui. J'ai bien entendu votre commentaire, vos questions.
la situation à ce stade, elle est là. Elle mérite probablement d'être revisitée. Il faut qu'on regarde, mais en tout cas, le contrôle tel qu'il est organisé aujourd'hui, il est mis en place de cette façon. Sur les normes, j'ai été précise sur les normes en disant bien qu'il y avait un principe de réalisme, et je vous ai parlé d'une trajectoire au mois de juin 25, pour une effectivité sur une période de 5 ans, entre maintenant et 5 ans, parce que je suis parfaitement consciente, il y a des chiffres qui circulent, et vous les connaissez aussi bien que moi. Le chiffre qui circule autour des taux d'encadrement, c'est un chiffre autour de 1 milliard d'euros. C'est ça le chiffre qui circule. Je ne sais pas s'il est totalement avéré, mais c'est le chiffre qui circule. Et au-delà du budget, parce qu'il n'y a pas que le budget, il faut aussi travailler pour avoir les personnels, c'est-à-dire former des gens. Ça fait partie des sujets qu'on peut travailler, notamment avec les régions dans les instituts de formation. On peut le faire aussi avec France Travail sur des formations spécifiques sur les métiers de l'accompagnement. C'est des choses qu'il faut mettre en place, mais il faut le temps que les gens se forment. Et donc, même si on avait la capacité de dire on met partout des normes tout de suite, nous n'aurions pas, il faut avoir la réalité de se le dire, nous n'aurions pas les gens à mettre en face. D'où la nécessité d'allier budget et formation. Après, sur la partie budgétaire, l'encre de 2025 du PLFSS et du PLF25 n'est pas sèche. On va commencer 26. 26, nous devons travailler sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs, eu égard à la situation globale, et que ce soit le PLFSS ou le PLF. C'est un sujet, je pense, sur lequel nous aurons à rééchanger à de nombreuses reprises. Il y avait la question de la sanction dans le cadre de la contractualisation avec les départements. Votre avis sur... Mais pour l'instant, c'est une politique décentralisée. Donc toute la question, c'est de regarder comment on fait décentralisation et qualité de la prestation qui est faite au titre de la décentralisation. Ça, il faut que ça se regarde, ça fait partie des sujets. Il n'y a pas de choses écrites aujourd'hui, on ne va pas écrire que... Alors attendez, en fait, pour les gens qui nous écoutent, on n'arrive pas à entendre s'il n'y a pas le micro. Madame Amiot, je vous laisse la parole si vous voulez d'ailleurs rebondir. Vous êtes libre. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, je vais juste préciser une petite chose. La loi ne précise pas la décentralisation. Donc, la question, elle est qu'en tant qu'État, nous avons l'obligation, et le gouvernement a l'obligation de faire respecter une chose, à savoir le droit des enfants à être protégés, hébergés, etc. Donc, la question, c'est vous, en tant que gouvernement, que fait l'État dans son rôle pour faire respecter et appliquer la loi pour l'ensemble des enfants sur l'ensemble du territoire de façon égale ou au minimum équitable. Comment est-ce qu'on s'assure que sur l'ensemble du territoire national, il n'y ait pas toutes les disparités que l'enquête que nous avons menée jusqu'ici a pu révéler? D'un département à l'autre, on a ou on n'a pas tel ou tel accompagnement, tel ou tel soutien financier, tel ou tel... Enfin bref, vraiment, si on a la chance d'être pris en charge à tel ou tel endroit du pays, nous n'avons pas les mêmes droits qu'à tel ou tel autre. La question, elle est, d'une part, comment on rétablit l'égalité pour l'ensemble des enfants, et donc vous, dans votre rôle, comment vous allez faire concrètement pour rétablir l'égalité pour l'ensemble des enfants sur le territoire national, d'une part, mais d'autre part, comment vous allez faire respecter, puisque justement c'est décentralisé aujourd'hui, comment vous vous assurez que chacun dans son rôle, chaque président de département dans son rôle, applique bien la loi, respecte bien ses obligations, parce qu'on en est là, en fait, il y a des obligations, des responsabilités devant la loi, et comment on s'assure que on a effectivement, partout sur le territoire, des présidents de département qui jouent au minimum le jeu de la loi, hein, j'entends, qui respectent la loi.
La question aussi, c'est de savoir, enfin moi je vous enjoins sur une autre question, qui est la question du sans-abrisme des enfants aujourd'hui. De se dire, on le dit aujourd'hui, on est à 3000 enfants sans abri, beaucoup de MNA, beaucoup de LGBT dont les parents sont homophobes ou transphobes, beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément pris en charge par l'aide sociale à l'enfance parce que finalement ils ont trouvé des solutions brinque-ballantes et que l'ASE est exsangue aujourd'hui et donc ne sont pas considérés comme étant en danger. Comment vous allez agir sur la question du sans-abrisme sans recourir à l'hôtellerie, puisqu'on a encore aujourd'hui des enfants qui sont placés dans des hôtels, et je veux le cas de mon département, la Loire-Atlantique, qui place encore des enfants à l'hôtel parce que faute d'hébergement. Donc la question, elle est aussi, quels moyens vous allez obtenir pour pouvoir ouvrir des places d'hébergement supplémentaires, et comment vous allez pouvoir répondre à l'ensemble des besoins si effectivement vous n'êtes pas en constant lien avec à la fois le ministère de l'Éducation, de la santé, de la justice, du logement, etc. Puisque aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en fait, ce sont tous les sujets qui traversent la vie d'un enfant, c'est-à-dire quasiment tous les sujets tout court, avec lesquels il faut être en lien. Non seulement en lien, mais obtenir des budgets et des investissements destinés spécifiquement aux enfants dont nous avons, en tant qu'État, la responsabilité, je le rappelle. Merci Madame la Présidente. Alors déjà, sur tout ce qui concerne politique de logement et sans-abrisme, vous le savez, c'est une politique qui relève du ministère du Logement. Ça ne veut pas dire que ça exonère évidemment l'État, ça veut dire que ça fait partie d'un des éléments interministériels sur lesquels on doit travailler, et c'est Valérie Létard avec laquelle on doit, là encore, organiser un certain nombre de politiques publiques communes. Je connais son engagement sur le sujet, mais ça n'est pas dans le champ qui est le mien. Maintenant, sur la contractualisation avec les départements. Là-dessus, très concrètement, ma responsabilité, elle est effectivement de travailler d'une part avec Départements de France en tant que tel, ensuite département par département avec chacun des départements, donc les services de l'État dans chacun des départements, pour pouvoir effectivement avoir une politique qui soit une politique qui répond à chacun de ces enfants, puisque s'il y a un point sur lequel je vous rejoins, c'est l'égalité de traitement de chacun des enfants sur le territoire, puisque c'est une responsabilité de l'État. Responsabilité de l'État, politique décentralisée. Et c'est là où nous devons avoir, un partenariat sur une notion de politique décentralisée, un contrôle, et c'est la raison pour laquelle je vous ai expliqué que je travaillais avec le ministère de l'Intérieur, qui a la capacité, par le préfet, à regarder et à contrôler ce qui se fait. Donc la chaîne, elle peut se passer comme ça. Et bien c'est là où justement on peut retravailler avec chacun des départements et mettre en avant et discuter avec le département pour apporter des réponses. Le sujet, madame, aujourd'hui, il est déjà d'apporter des réponses concrètes pour les enfants concernés. Je préfère qu'on fasse le... Madame Ozen, c'est votre voisine. Je vous laisse la parole. Je vous ai déjà laissé beaucoup de temps, je suis désolée, hein, mais je vous ai déjà laissé 4 minutes chacune. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, 10 000 à 20 000 mesures de protection ne peuvent être exécutées chaque année, faute de moyens et de places d'accueil suffisants. La protection de l'enfance est devenue le réceptacle des dysfonctionnements des autres politiques publiques. Crise de pédopsychiatrie, déficit de places adaptées pour les enfants en situation de handicap, fragilité de l'éducation nationale, nombre insuffisant de juges des enfants, 800 signalements reçus chaque jour par l'Office des mineurs alors qu'il ne dispose que d'une 50aine d'enquêteurs, 500 postes de la protection judiciaire de la jeunesse supprimés à la rentrée 2024. Ainsi, l'ASE doit prendre en charge de nombreuses situations supplémentaires parce qu'elles n'ont pas été traitées de manière adaptée par d'autres institutions en amont. En parallèle, les budgets alloués par les départements à la protection de l'enfance sont insuffisants et mis à mal par les budgets austéritaires imposés aux collectivités territoriales par le gouvernement. Les effectifs d'assistants familiaux diminuent chaque année depuis 2017. Le recours à l'intérim a explosé, en sachant qu'un intérimaire coûte 62% plus cher qu'un CDD. Ces coûts supplémentaires pèsent sur des structures souvent sous-financées et compromettent la continuité essentielle du suivi des enfants en situation de vulnérabilité.
Madame la ministre, alors qu'il est urgent d'apporter des réponses à la crise de la protection de l'enfance et à un sous-financement, vous n'avez jusqu'à présent annoncé aucune mesure concrète. Aussi, pouvez-vous nous dire si vous comptez agir pour la protection de l'enfance? Si oui, avec quelles actions et sous quel calendrier? Je vous remercie. Oui, merci Madame la Présidente. Enfin, si vous voulez, je vous redonnerai mon intervention liminaire. Madame la députée, je viens de faire une liste précise avec des dates de l'ensemble des éléments que j'allais mettre en place. Donc, je veux bien que ça ne soit pas concret, mais peut-être n'avons-nous pas la même définition de ce qu'est un sujet concret, puisque là, je vous ai proposé une feuille de route. J'ai mis en avant des priorités, des dates. Donc, je tiens à votre disposition ce que j'ai communiqué au début de cette audition qui, je crois, permet effectivement de voir comment nous pouvons commencer à travailler à la refondation de cette politique. Ah bah alors vous êtes tout excusé, mais vous écouterez les 15 premières minutes de l'audition, vous aurez les réponses à vos questions. Madame Colin-Esterlé, je vous laisse la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Près de 40% des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance sont accueillis par des assistants familiaux qui jouent un rôle crucial dans la protection de l'enfance. Leur nombre diminue chaque année. Pourtant, cet accueil familial doit être privilégié pour le bien-être et la stabilité des enfants. Alors, vous l'avez rappelé, le Sénat a adopté une proposition de loi permettant aux assistants familiaux de concilier leur rôle avec une activité professionnelle, ce qui va évidemment dans le bon sens. Mais moi, j'ai quelques questions par rapport à cela. Jusqu'où peut-on aller selon vous? Pensez-vous nécessaire d'encadrer cette activité professionnelle connexe, si je puis dire, avec par exemple des notions en termes d'éloignement, de temps de travail qui seraient imposées par cette autre activité professionnelle? Et quelles autres mesures doivent être envisagées selon vous pour renforcer l'attractivité de ce métier? Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, je vous répondrai deux choses. Je suis plutôt dans une lecture, alors je ne suis pas toute seule, hein, je discute avec l'ensemble des professionnels. Moi, dans la proposition de loi du Sénat, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement encadrer dans le sens où quand l'enfant est à l'école, on a une activité professionnelle. Quand l'enfant sort de l'école, on s'en occupe et on s'en occupe notamment le week-end. Mais après, je crois que finalement, ce qu'on cherche aussi, c'est avoir la vie la plus proche possible que celle d'une famille, hein, comme n'importe quel parent qui va vaquer à ses occupations professionnelles et qui récupère les enfants. Donc, bien évidemment, il faut qu'il y ait un temps nécessaire pour s'occuper de ses enfants, mais après, une activité professionnelle sur le temps scolaire me paraît à toutes celles et ceux avec lesquels nous avons échangé comme étant la solution la plus importante. Et puis, en ce qui concerne votre question sur l'attractivité, peut-être en termes de diplôme et de reconnaissance, et deuxième élément, le répit. Il y a vraiment un sujet de volonté de répit, c'est un des points clés. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je regarde mes collègues. Alors, je vous donne 2 minutes pour une dernière question et après, on arrête. Merci, vous êtes très gentille, Madame la Présidente. C'est pas une question, c'est une analyse de vos propos. Outre le fait que, bon, je reviens rapidement là-dessus, mais les AESH ne sont pas des travailleurs sociaux, et donc je vous ai posé la question de savoir, vous parliez des travailleurs sociaux dans les préfectures, de l'intérêt d'avoir des travailleurs sociaux dans les académies, si ce n'est dans les écoles, pour faire le lien entre l'éducation nationale et les conseils départementaux, puisque énormément de signalements sont mal faits, mal rédigés, pas arrivés à temps, puisqu'on voit une montée des violences. Enfin, en tout cas, en ce moment, on est dans un moment qui montre l'omerta qu'il peut y avoir sur les violences physiques et sexuelles dans le milieu de l'éducation nationale. Donc je vous réinterroge là-dessus. Et je reprécise quand même, vous avez dit que la politique de la protection de l'enfance était décentralisée et que dans ce cas, c'était pas écrit, ce que vous avez dit que vous aviez les moyens d'intervenir. Mais en fait, la loi, elle est écrite justement pour que vous, en tant que ministre, vous ayez les moyens d'intervenir et de faire en sorte que la loi soit respectée. Là, actuellement, la loi n'est pas respectée puisqu'il y a plusieurs départements qui n'accompagnent pas de MNA pour des raisons soi-disant budgétaires,
mais racistes. Donc là, c'est à vous aussi d'intervenir et de pouvoir les sanctionner. Quand on vous demande, si vous parlez avec les départements, ou qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les mesures qui ne sont pas appliquées, les MNA qui ne sont pas accompagnés, ou encore sur les propos de M. Poiré qui dit qu'il protège moins les enfants de plus de 5 ans parce qu'ils ont accès au langage, ben là, on vous demande en tant que ministre de faire respecter la loi et d'avoir un propos, pas tant de discuter avec le président des départements de France ou la vice-présidente des départements de France, mais de pouvoir évaluer, contraindre, sanctionner. Et tant qu'il n'y aura pas de sanction, et je rejoins à ma collègue Aïda Dizadeh, mais aussi, il me semble, le compte-rendu de la défenseur des droits et le compte-rendu des défenseurs des droits des enfants, tant qu'il n'y aura pas de sanction, bah, on pourra toujours lésiner sur la protection de l'enfance et arrêter l'accompagnement au motif, en plus, les plus bêtes les uns que les autres, c'est-à-dire qu'à partir de 5 ans, on a accès au langage. Et pourtant, je pense que nombre de mineurs qui sont morts dans les hôtels et dont ils ont été signalés avaient plus de 5 ans. Donc c'est à vous, Madame la Ministre, de faire respecter la loi. Donc j'aimerais bien vous entendre sur les sanctions et les travailleurs sociaux dans l'éducation nationale. Vous avez, Madame la députée, répondu, d'abord, on ne discute pas, on travaille. On n'est pas au café du commerce, on travaille avec le président du département et avec la vice-présidente du département de France. Deuxièmement, je vous ai répondu sur les enfants de 0 à 5 ans, vous disant que tout enfant méritait un accompagnement, quel que soit son âge. C'est la responsabilité, je vous l'ai dit, je vous le redis, sans aucune difficulté, parce que c'est effectivement un élément extrêmement important. Troisièmement, sur les MNA, le gouvernement s'est engagé financièrement en accompagnement, et je pense que ça, c'est un point tout à fait important. Quatrièmement, en ce qui concerne les départements, les signalements de la défenseur des droits, j'ai 5 signalements de la défenseur des droits, et je peux vous dire que je vais instruire chacun de ces 5 cas. Il y en a un d'ailleurs dans votre département de Loire-Atlantique. Et si, j'ai 5 cas. J'en ai 5, alors je peux... Ah pardon, c'est vous qui avez dit les biens, parce que je suis sûre que j'en ai un en Loire-Atlantique. Et donc j'ai 5 cas, c'est 5... Oui, tout à l'heure, vous avez bien parlé de votre département de Loire-Atlantique. Pardon, madame, je suis ravie, je vous fais sourire, tant mieux. Et donc, ceci étant dit, je vais bien sûr examiner l'ensemble de ces différents cas, parce qu'ils méritent d'être étudiés au fond et d'avoir des sanctions, si cela relève de sanctions. Et après, il y a dans notre pays quelque chose qui s'appelle la justice, qui est aussi là pour sanctionner. Bon. Alors, juste comme on clôture cette dernière audition, tout d'abord vous dire que oui, merci Madame la Ministre, on est tous au travail sur un sujet qui nous tient évidemment à cœur, qui est un sujet essentiel des politiques publiques de la France. J'ai souvent dit que le temps de l'enfance n'était pas le temps de l'adulte. Donc il y a une urgence avec... on peut toujours avoir des regrets, et dans cette commission d'enquête, on pourra évidemment en avoir. Mais on a aussi une positivité de se dire qu'il faut regarder pour devant, en trouvant les solutions les plus partagées pour mobiliser tout le monde autour de l'intérêt de l'enfant. Il y a, comme le disent souvent... les jeunes qu'on a souvent auditionnés du comité de vigilance, que j'ai rencontré aussi récemment, dernièrement, les grandes associations que j'ai revues encore dernièrement, dans cet échange que l'on a de manière très engagée pour trouver les meilleures solutions, y compris dans le rapport, être très à l'écoute de l'ensemble de ce qu'on a écouté, mais aussi des doléances des uns et des autres auxquelles ils sont extrêmement attachés. Il y a ce travail vraiment de concertation pour trouver des solutions. Oui, en effet, il faudra certainement évidemment des sanctions sur des choses qui sont inacceptables, sur certaines situations. Oui, dans l'éducation nationale, bien sûr, on a fait le constat que ça ne va pas du tout. Ils nous ont même dit qu'ils n'ont même pas de chiffres, alors que globalement, ils ont 200 000 enfants de la protection de l'enfance qui fréquentent de la maternelle aux études supérieures. Mais en tout cas, pour le premier et le second degré, aucune donnée. Il y a des belles expériences qui ont été faites dans les académies, et c'est en cela que je parlais de socle de manière interministérielle. Ça veut dire que oui, la question des travailleurs sociaux, il y a des départements qui font déjà les évaluations des enfants en double.
C'était le cas du Val-de-Marne, c'était le cas à Lille, de l'Académie. Mais en effet, oui, il y avait déjà des protocoles signés entre l'éducation nationale et le département, et donc même des IP qui se faisaient travailleurs sociaux de l'éducation nationale et des services. Et donc, en fait, il y a plein de richesses et de belles expériences. La situation est tellement grave, c'est que je pense qu'il y a des choses très pratiques qui peuvent se mettre en place très vite parce qu'elles existent, et que ces bonnes pratiques ne doivent pas être dans une seule ou deux académies. Elles doivent être valorisées à l'échelle, et c'est pour ça que je parle et j'insiste sur les socles, à l'échelle nationale, pour que, de manière interministérielle, tout le monde dans les territoires puisse vérifier que ça se met en place. Et on a beaucoup de propositions à faire dans ce rapport. Donc je voudrais évidemment vous dire que depuis 2022, nous avons, vous le savez, aussi bien que moi, il y a eu 4 ministres ou secrétaires d'État. À l'enfance, il y a eu assez peu de suivi, voire pas, sur un engagement qui était annoncé comme une priorité nationale. Et en fait, c'est une priorité nationale, ces enfants. Et je crois que quand on parle de la protection de l'enfance, là aussi, je voudrais juste corriger 2-3 petites choses qui ont pu se dire tout à l'heure, même si évidemment chacun est libre de ses propos. C'est bien une commission sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance au sens ASE. Et les sujets qui ont pu être tout aussi graves, tout aussi importants sur l'enfance en danger de manière globale, quelle qu'elle soit, ne sont pas dans le périmètre de cette commission d'enquête. Pour autant, je le dis et je le dis toujours, on se bat sur toutes les politiques qui doivent être et qui doivent protéger les enfants. Et j'ai souvent dit que la politique de l'enfance en France était un impensé des politiques publiques, alors que ça devrait irriguer toutes les politiques. Mais c'est une problématique qui reste à construire. En tout cas, nous, on la construit, on la porte. Et c'est une politique qui a une vision globale de l'enfance. Quand je disais que c'était la santé publique, en fait, ce sont les plus vulnérables pour lesquels nous devons obtenir des réponses de suite, très, très vite, parce que comme on parlait des pouponnières, par exemple, en effet, on n'a pas de temps à perdre pour ces petits. Il en va de leur développement. Par contre, on a à accompagner mieux les familles en parentalité. Là, il y a un énorme travail à faire et je pense qu'on peut le faire, en tout cas, tous ensemble. Nous, on va vous faire beaucoup de propositions et on tient à ce que ça avance. Et donc, du coup, on les partagera bien évidemment avec l'ensemble des parlementaires. J'espère que ça répondra, en tout cas, aux attentes d'un maximum de parlementaires pour qu'on puisse le porter, d'ailleurs, tous ensemble auprès des différents ministre, mais en tout cas de manière ministérielle au travers de votre portefeuille qui est large et qui doit permettre peut-être du coup d'avoir, comme on dit, un pilote dans l'avion pour avancer et faire en sorte qu'avec les départements de France, on puisse changer la vie de ces enfants. Et j'oublie pas les associations, parce que souvent on est département et les associations ont un rôle quasi central dans ce dispositif, puisque c'est elle qui accueille les enfants. Donc encore vous remercier l'ensemble des parlementaires qui ont participé à ces auditions. On aura évidemment l'occasion de se revoir au moment de la présentation du rapport. Et je souhaite aussi remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à participer à ces auditions. Dire à tous, d'ailleurs, c'est pour les gens qui nous entendent, qu'évidemment on n'a pas pu écouter et auditionner tout le monde, qu'on a proposé aux gens qu'on ne pouvait pas auditionner de nous transmettre leurs notes, leurs rapports, pour qu'avec les administrateurs, on puisse donc du coup le regarder et l'ajouter. En tout cas, c'est une commission d'enquête dont j'aurais eu l'honneur d'être rapporteur, et pour l'instant, elle n'est pas finie, mais elle est finie dans la partie publique, et maintenant, elle est la partie rédaction, qui est un énorme travail. Merci. Bien, merci. La conclusion a été faite par la rapporteure. Moi, je voudrais en effet vous remercier Madame la Ministre d'avoir accepté cette audition et de nous avoir permis de terminer en effet tout ce long cycle d'audition qu'on a pu avoir depuis le début de cette commission d'enquête et de cette première commission d'enquête qu'on avait débutée avant la dissolution. Je voudrais évidemment remercier tous les personnes qui nous ont fait l'honneur de venir témoigner. Évidemment, les anciens enfants placés qu'on avait reçus au début, qu'on a reçus quasiment à la fin, il y a quelques
quelques semaines, et puis évidemment tous les professionnels, mais aussi remercier mes collègues députés pour leur présence et l'intérêt évidemment qu'ils ont porté à ce sujet. On n'avait pas toujours la même vision de ce qu'est une commission d'enquête, mais je trouve qu'on a plutôt bien géré les auditions. Non, je ne vise personne. On a plutôt bien géré les auditions et je pense que... On a vu dans des vidéos. Non, je ne vise personne, en effet. Mais voilà, l'essentiel, c'est qu'on s'entende sur le fait qu'il faut agir et que cette commission d'enquête, c'est le début et non pas la fin de quelque chose. Et donc, affaire à suivre de très près. Merci encore pour votre implication. Merci.